Il y a une grande diversité hein, dans les participants. Il y a des gens de Chambre d'agriculture, de Tram, de CER France, qui est Emmanuel qui est là, de CIVAM, de CETA, de Vivea. Il y a Florence Giraud, je ne sais pas si elle est avec nous, que je connais, que j'ai connu sur PACA. On a des citoyennes. On a une citoyenne, elle s'est mise comme ça dans la structure, citoyenne. Et puis on a un jeune retraité, on l'a dit tout à l'heure, avec Bertrand. Voilà, et puis on a plusieurs points de vente qui sont... Il y a le Ségard aussi, Terre d'Envie. Tout le monde n'est peut-être pas encore. Je vérifie encore. Là, on est à 16 participants. Je vous propose qu'on on va commencer la partie introduction. Donc c'est parti pour cette dixième émission consacrée au magasin de producteurs. Donc bonjour, bienvenue à tous. Cette émission elle est organisée par Tram. Moi je suis Thierry Pons, je suis membre de l'équipe projet Circuit Court et je vais animer cette émission. Donc cette émission, pour ceux qui ont déjà participé, elle a pour cible les personnes qui sont parties prenantes dans des projets de magasins de producteurs, donc que vous soyez producteur, que vous soyez animateur, vous travaillez dans un organisme de développement ou pour une collectivité locale, on est quelqu'un d'une collectivité locale aujourd'hui. Donc cette émission, elle est faite pour nous tous. L'objectif, c'est de nous permettre d'approfondir nos connaissances depuis chez nous, depuis notre lieu de travail, sur une thématique que l'on choisit, donc en lien toujours avec les magasins de producteurs. Cette conférence, ça va durer 1 heure et on essaie de se garder, parce que des fois on n'y arrive pas, mais on essaie de se garder 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses à la fin de l'émission. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions et certains d'entre vous l'ont fait aussi, on vous l'avait proposé aussi lors de l'inscription. Donc, aujourd'hui, on a choisi le thème de l'agilité des magasins de producteurs en temps de crise. Vous l'avez reçu sur l'invitation. Donc, le but du jeu, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé depuis 1 an, comment les magasins de producteurs se sont adaptés, comment aussi les consommateurs se sont adaptés à ça. Et puis, prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça pour se dire, comment en temps de crise, comment on peut se comporter, comment on peut agir pour faire face à ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, nous avons 3 invités. Donc, il y a Marie-Odile Smet de la ferme de la Clarine, qui est au département du Nord, qui est associée au magasin de producteurs Le Panier Vert. Anne-Cécile Britz, animatrice, coordinatrice de la FR-CIVAM Bretagne, et qui est aussi co-animatrice du RMT Alimentation Locale. Et enfin, nous avons Jérôme Baran, donc fondateur d'Agiloa et formateur à l'école de management de Grenoble. Donc voilà, ça c'est pour son côté expertise, prise de recul par rapport à notre sujet. Écoutez, je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet, peut-être en donnant la parole à Marie-Odile pour qu'elle se présente. Oui, pardon, c'est pas ce qu'on avait dit. On avait dit on ferait un tour de présentation un peu plus détaillé, excusez-moi. Donc Marie-Odile, tu peux commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Marie-Odile Smet, je suis agricultrice à Quesnoy-sur-Dole en polyculture élevage bovin-lait. Et je fais partie depuis 2006 pour un magasin de producteurs ou pour un vente collectif, le Panier Vert à Frolinguien. Pour ce qui me concerne, c'est l'essentiel qui est dit. Le Panier Vert, c'est un magasin de producteurs qui se situe à une dizaine de kilomètres de Lille, donc dans la métropole, cette grande métropole des Hauts-de-France. Il a été créé en 1986. Pour les Hauts-de-France, je pense que c'est le plus ancien magasin de producteurs. Il regroupe aujourd'hui une trentaine d'adhérents, 20-25 salariés. Il a la particularité d'être organisé en coopérative agricole. Donc, ça a été une volonté des fondateurs et ça a toujours été maintenu depuis bientôt 35 ans.
Et en termes d'organisation, on a aussi des ateliers de découpe et de transformation adossés au magasin de producteurs pour tout ce qui est viande, plats cuisinés et atelier pain. Et donc, le magasin est ouvert 6 jours sur 7, fermé dimanche, 6 jours fériés, pour avoir un peu une idée de comment on fonctionne. Voilà. Donc, effectivement, un magasin de producteurs qui a beaucoup d'ancienneté, hein, et beaucoup d'expérience. Oui. OK. Anne-Cécile, peut-être une présentation rapide de qui tu es. Oui, donc Anne-Cécile Bride, comme tu disais, moi je suis donc animatrice coordinatrice à la Fédération régionale des CIVAM en Bretagne. Et à ce titre, je suis également co-animatrice du réseau mixte technologique alimentation locale. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un réseau financé par le ministère de l'Agriculture, donc animé par la FR-CIVAM Bretagne et co-animé avec l'UMR Innovation de l'INRAE à Montpellier. Et c'est un réseau d'expertise et de partage de connaissances sur l'alimentation locale. Donc, il existe différents RNT sur différents sujets. Et donc, nous, on s'intéresse aux chaînes alimentaires courtes de proximité pour mettre en commun, capitaliser la connaissance sur ce sujet et mettre en évidence des points sur lesquels il faudrait creuser. Et donc, on participe à soutenir des projets dans ce sens. Et puis, on lance nos propres études également et on contribue à diffuser les nouveaux résultats de recherche et d'action auprès des acteurs de la formation. Donc, on réunit des acteurs de différents types, de la recherche, du développement et de la formation pour pouvoir favoriser les échanges entre nous sur cette thématique. Voilà pour faire court. Et puis, je vous mettrai le lien vers notre site si vous voulez en savoir plus sur nos actions et puis les études qu'on peut mener. Et donc, au sein du RMT Alimentation Locale et avec d'autres partenaires, on a mené au début du premier confinement, donc en mars de l'année dernière, une enquête qui s'appelle Manger au temps du coronavirus sur donc l'impact de cette crise sur nos systèmes alimentaires. Et donc, c'est pour faire un retour sur cette enquête que je suis présente aujourd'hui, puisque cette enquête, elle a couvert toutes les facettes de nos systèmes alimentaires et ça intègre notamment les circuits courts et les magasins de producteurs. Et donc, voilà, j'appuierai mes interventions sur les résultats de cette enquête pour laquelle on a reçu près de 800 témoignages entre le 16 mars, donc début du premier confinement, et juin 2020. Et donc, tous ces témoignages, on les a synthétisés au fur et à mesure où on les a reçus dans 5 bulletins de partage qui sont disponibles et accessibles sur le site internet du RMT Alimentation Locale. Donc, je vous remettrai aussi le lien. Et on a aussi réalisé des analyses lexicométriques à partir de ces bulletins de partage. On a réalisé aussi des vidéos pour faire un bilan de l'enquête. Donc, ça permet de la voir sous un autre format. Et puis, on a réalisé un bilan conclusif pour mettre en évidence nos recommandations et les points vraiment saillants de cette enquête. Et on les a également compilés dans un ouvrage intitulé donc, Manger au temps du coronavirus, enquête sur les systèmes alimentaires, qui a été publié en fin d'année dernière aux éditions Apogée. Donc, je vous retransmettrai toutes ces informations si vous voulez consulter ces différents éléments. Et en complément, on a partagé également des articles d'éclairage réalisés par d'autres acteurs que ceux du collectif, qui ont aussi réuni de l'information, collecté de l'information sur l'impact du coronavirus sur nos systèmes alimentaires. Et il y en a notamment eu sur cet aspect des magasins de producteurs, mais pas que. OK. Voilà. Là, le but du jeu, c'est que tu nous amènes ce que vous avez pu observer concernant les magasins de producteurs. Tout à fait. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, vous aurez tout dans les liens. OK, merci. Alors, Jérôme, du coup, notre troisième invité. Jérôme. Okay. Jérôme Baran, moi je suis le vilain petit canard parce que je suis le seul qui connaît rien de ce dont on va parler aujourd'hui. Enfin, j'y connais rien, sauf que j'ai la chance d'habiter au-dessus de Grenoble, dans un petit village de montagne qu'on pourrait qualifier de beau bio. Et du coup, j'y habite depuis plus de 20 ans et ça fait un paquet d'années maintenant que je suis plutôt à favoriser, dans la mesure du possible, les circuits courts et les magasins de producteurs que j'aime beaucoup. Et donc, ça m'a motivé à répondre oui à Thierry. Au-delà du fait que c'est difficile de refuser des choses à Thierry, il a montré de l'intérêt pour ce que je fais, alors j'essaie de montrer l'intérêt à ce qu'il fait quand même. Et puis, pour ce qui est de me présenter, je suis professeur à Grenoble École de Management, enseignant-chercheur, comme on dit.
au départ spécialiste de stratégie et d'organisation, et puis depuis un peu plus de 20 ans, je travaille sur le thème de l'agilité dans les organisations. J'avoue que j'ai plutôt travaillé sur des petites, moyennes et grandes entreprises industrielles ou de services, assez peu dans le monde agricole, même pas du tout. Mais ça m'intéressait d'avoir ce regard-là, et donc je suis là pour essayer d'apporter un peu pas de la théorie, mais de vous mettre en avant les caractéristiques de l'agilité que j'observe dans les témoignages que je vais écouter. À côté de cela, je suis quand même un garçon pragmatique, je ne suis pas qu'un mec fumeux. Et donc, j'ai créé plusieurs entreprises. La dernière, il y a 10 ans, qui est une sorte de société de conseil, parce que j'ai créé un outil qui mesure l'agilité des individus. Je pourrais même calculer votre QA. Après le QE et le QI, moi, je calcule le QA, le quotient d'agilité. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler au gré des interventions. Ok. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le témoignage de Marie-Odile pour que tu nous dises, voilà, confronté à cette crise, qu'est-ce qui s'est passé dans votre magasin de producteurs? Oui, donc j'ai essayé d'y aller par ordre chronologique parce que il y a eu la montée en flèche du 16 et 17 mars où il y a eu l'annonce durant le week-end et donc le lundi, et le mardi, juste avant que le confinement soit mis en place, il y a une précipitation des consommateurs pour remplir les frigos, les placards, etc. Donc ça a été très, très gourmand en énergie. Et puis, il a fallu, donc, pour les producteurs, très vite réagir pour réachalander le point de vente. Et donc, j'avoue que les producteurs ont été assez absorbés par cette charge d'augmenter la production pour répondre aux attentes des consommateurs. Mais il y a eu une solidarité avec l'équipe salariée qui, elle, a tout de suite pris connaissance des directives qui étaient fixées par le gouvernement pour adapter notre fonctionnement et être en règle et surtout assurer la protection des salariés, des adhérents et puis aussi des clients qui allaient passer. Donc la première étape, ça a été le port du masque. Alors comme je disais en présentation, on a des ateliers de transfo. Donc on avait un petit stock de masques, les petits masques en papier qui permettaient au personnel un peu enrhumé de temps en temps de se protéger quand ils allaient préparer en cuisine. Donc tout de suite, on a pu aussi proposer ça aux vendeurs. C'est sûr que ça ne vaut pas le FFP2, mais c'était mieux que rien. Et donc, de même pour la mise à disposition de gel hydroalcoolique qu'on utilisait déjà pour les vendeurs entre chaque client et des gants, sauf que là, on a été comme tout le monde, on a traversé des périodes un peu de difficulté d'approvisionnement où il fallait accepter de mettre la taille pas tout à fait adaptée à celle des petites mains pour se protéger les clients et surtout éviter qu'il y ait un cluster, comme on dit maintenant, au panier vert. Donc ça a été la première étape. En même temps, il a fallu gérer aussi le flux des clients puisque on pouvait avoir qu'un nombre limité de personnes présentes physiquement dans le magasin. Donc mettre en place un marquage au sol pour respecter la distanciation. Dans les premiers temps, une fois que les gens ont eu compris, ça a été assez bien respecté, mais ça a aussi été assez vite oublié par la suite. Et encore aujourd'hui, on doit régulièrement faire le gendarme pour demander aux gens de respecter les distances de sécurité entre eux. Donc, on a aménagé, parce que mars-avril, c'est pas encore le grand beau temps toujours chez nous. Hein. Donc, on avait installé une tonnelle et puis mis quelques chaises à disposition à l'extérieur, à l'entrée du magasin, sur le parking. Pour que les gens qui attendent puissent le faire dans des conditions relativement confortables, on va dire. Bon, sachant que les gens n'avaient pas le droit d'aller au travail ni d'aller se promener, ça leur faisait une sortie. J'ai remarqué des clients qui faisaient le tour du panier vert aussi longtemps que nécessaire pour marcher ou se défouler un peu en attendant leur tour. Au niveau de l'aménagement du magasin, on avait une très forte promiscuité entre les vendeurs et les clients au niveau du rayon fruits et légumes qui fonctionne en vente assistée.
Donc, on a déplacé les meubles qu'on avait pour éviter cette promiscuité et que les vendeurs puissent être en sécurité sans être en contact rapproché avec les consommateurs. Et de même au niveau des caisses où on a installé des tables pour élargir la distance entre les personnes en charge des encaissements et les clients qui passaient. Donc ça, c'est sur la protection et la mise en place et l'agencement au sein du point de vente. Et il y a aussi eu, dans un temps assez rapproché, j'allais dire deuxième, mais quand même assez proche, le développement du drive. On avait déjà une activité drive avec une start-up régionale qui propose la mise en relation des consommateurs et des producteurs via une plateforme Internet. Et donc, on avait commencé à collaborer avec eux, mais bon, ça vivotait gentiment. On avait 2 distributions par semaine. On arrivait à tout casser en moyenne à une trentaine de paniers à distribuer chaque semaine. Et en un mois, on est passé, ou même en 3 semaines, on est passé à 75 paniers à distribuer par jour. Donc, ça a exigé une forte mobilisation des producteurs, j'ai dit, pour satisfaire la demande, mais aussi des salariés. Et donc, au niveau de la coopérative, on a des contrats étudiants. On a 3-4 étudiants en général chaque année qui font 10 heures le samedi pour se faire un peu d'argent de poche. Comme les facs et les écoles étaient fermées, ils ne demandaient pas mieux que de venir travailler. Et donc, ils sont passés à temps plein. On a même été rechercher une de nos adhérentes qui était retraitée pour nous aider à préparer les commandes. Et donc, en face des petites mains pour préparer tout ça, il fallait aussi l'espace pour gérer le stockage et organiser ça de façon la plus efficace qui soit. Donc, les équipes ont récupéré du matériel qui, à la base, n'était pas forcément destiné à ça, mais qui s'est trouvé être assez adapté pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation. À ça, il a fallu ajouter des commandes par téléphone. Mais bon, du fait qu'on avait une réponse via Internet, je pense qu'on a eu beaucoup moins que certains d'autres collègues de commandes par téléphone. Enfin, si j'en juge par des voisins avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger en termes de magasins de producteurs, il y en a qui avaient des personnes dédiées à joindre, enfin, tout au long de la journée à prendre les commandes par téléphone. Ça n'a pas été, nous, c'était une personne qui faisait ça sans plus. Ok, juste, je permets de te couper, c'est juste pour peut-être à ceux qui sont simplement en position d'écouter, d'arrêter votre caméra. C'est plus pour le souci de l'enregistrement de l'émission et de sa lecture après coup. Voilà. Alors, au niveau du fonctionnement, je continue sur un point aussi qui a été particulier à cette période-là, c'est que il y a eu les marchés de plein air qui ont été fermés, et il y a eu les débouchés en restauration collective, vu que tout ce qui était scolaire était fermé. Donc, il y a eu possibilité pour certains de nos producteurs qui utilisaient ces débouchés-là de reporter leurs marchandises sur les débouchés nouveaux au niveau du panier vert, du fait du développement de cette activité, et ça a été appréciable pour beaucoup de pouvoir un peu faire vase communicant entre l'augmentation de la demande au panier vert et la fermeture d'autres débouchés par ailleurs. Okay, donc tout ça, c'est des adaptations. Tu as parlé d'adaptation, de modification des façons de faire. Oui. Comment ça s'est passé au sein du collectif pour prendre les décisions, pour décider vite et bien? Au niveau de la prise de décision, il faut peut-être que je vous présente un peu, explique l'organisation de la coopérative. Donc, au niveau de la structure, on a un directeur et un responsable magasin. Donc, ils ont tout de suite fait des propositions au niveau du comité de direction pour mettre en œuvre les modifications nécessaires. Ils ont pris les initiatives qu'il fallait pour ces changements d'organisation, l'affichage, le port du masque, enfin, les affichages à l'entrée du magasin, les rouleaux de scotch qu'on pose au sol tous les 1 mètre pour marquer les distances.
tout ça, ça a été pris par le directeur, le responsable magasin, puis avec les collaborateurs qui étaient là aussi, hein. Le développement de l'activité Drive, c'était surtout suivi par notre responsable magasin et en collaboration aussi avec notre prestataire. Et puis, de toute façon, après, c'était soit le trésorier, soit la présidente qui, en passant, validait les propositions qui semblaient toujours judicieuses. Donc, c'est l'équipe salariée, c'est au niveau de l'adaptation des équipes, de l'embauche, l'augmentation des heures des étudiants ou de l'embauche de Sabine, notre ancienne adhérente qui était en retraite. Il fallait des personnes qui étaient opérationnelles rapidement, donc elle venait de nous quitter quelques mois plus tôt et elle savait encore bien comment tourner l'affaire. Donc, moi, j'avoue qu'en tant que présidente, j'étais rassurée à la fois de savoir que l'équipe salariée prenait en main les aspects sanitaires et réglementaires parce que moi aussi, de mon côté, il fallait que je produise. Et en plus, je me disais, s'il y a un problème sanitaire au niveau des équipes, si j'avais eu dans mon entourage proche quelqu'un qui, dès le début du Covid, en est décédé, donc j'avais quand même une certaine pression. Donc, j'avoue que ça fait du bien de sentir que l'équipe est cohérente et solidaire pour prendre les dispositions ad hoc. Ça a donné lieu au niveau des salariés, que ce soit de la partie magasin ou même de la partie transpo, parce que il a fallu aussi que ceux qui, en amont, préparent les produits suivent la cadence et la demande. Il y avait une proposition qui avait été faite de prime, je ne sais plus comment on l'appelait, je l'ai appelée prime Covid dans les notes que j'ai faites. Donc, il y a eu cette forme de reconnaissance aussi qui était importante pour le conseil d'administration que de valoriser les personnes qui s'étaient impliquées aussi d'un point de vue financier. Donc, comme il y avait une disposition spécifique qui avait été mise en œuvre, on en a profité. Parce qu'il faut dire aussi que tous les changements d'habitude, à faire les gestes barrières, à expliquer aux clients, à les reprendre quand ils ne font pas attention, et tous ces changements d'habitude, c'était aussi très fatigant. J'ai souvenir, et je pense que c'était partagé par de nombreux collègues, de revenir extrêmement fatigué d'une demi-journée de vente au début du confinement où il fallait vraiment être vigilant sur tout et casser les automatismes pour passer la petite lingette désinfectante, porter des gants, plein de choses, le gel hydroalcoolique régulièrement. Donc, et en même temps, il y avait la reconnaissance des consommateurs qui venaient nombreux et qui, en plus, pour les habitués, n'hésitaient pas à manifester leur satisfaction et leur reconnaissance au fait qu'on continue à proposer dans les meilleures conditions possibles au niveau sanitaire les produits auxquels ils étaient attachés. Okay. Alors, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est la réaction peut-être de Jérôme quand tu entends ça. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la façon dont a réagi, s'est adapté le magasin de producteurs de Marie-Odile? On ne t'entend pas, Jérôme. Oui, je toussais tout à l'heure, donc j'avais coupé mon micro. J'ai pris quelques notes et effectivement, d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que je vois là. Et je commence à entrevoir un peu la différence avec les entreprises. À aucun moment, Marie-Odile ne nous a parlé d'argent, à part pour parler de la valorisation des primes à la fin. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait, à mon avis, qui est le premier pas vers l'agilité, c'est que ce qui a motivé visiblement le mode d'action de chacun, c'est plutôt le sens. C'est d'avoir un rôle à jouer dans cette crise, d'être un acteur particulier. Ça n'a pas été oh là là, on va perdre de l'argent, hein, oh là là, on va en profiter pour en gagner plein. On sent que ce n'est pas ça le driver. Il y a un sens qui est beaucoup plus qualitatif, qui est très présent et très partagé.
Et moi, j'ai toujours pensé que les entreprises associatives, caritatives ou comme ça, qui ont un vrai sens de contribuer à la société d'une manière ou d'une autre, ont normalement plus d'agilité. Pour moi, ça en était la preuve, quoi. Il y a ça qui est très, très en place et qui est un point remarquable. Après, comme tu l'as fait remarquer à un moment donné, avant de demander aux gens de couper la caméra, il y a eu beaucoup d'adaptations dans ce que personnellement j'appelle le faire. C'est-à-dire que c'est un magasin, il a un certain nombre de tâches à faire et il a fallu en faire plus. Ok, c'est une adaptation, on accélère, on fait plus vite. Il a fallu gérer les flux, il a fallu déplacer les meubles, changer l'aménagement. Le drive existait, on l'a développé. On avait des contrats étudiants, on en a fait plus. Et donc, dans l'agilité, la première ressource, toute première ressource, elle est toujours dans le faire, à essayer de faire un peu plus, un peu différemment. Et c'est de l'ajustement, mais drivé par le sens, bien sûr, d'une part. Et ça ressemble à une autre théorie qui est très proche de l'agilité, qui s'appelle la théorie du bricolage managérial. Et c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on a en stock, on voit comment on peut le réagencer, le modifier. Voilà, on ne va pas chercher tout de suite à inventer, à lancer une R&D qui accouchera dans 6 mois de quelque chose. C'est beaucoup de bon sens, l'agilité. Et alors là, tout ce qui vient de l'agriculture, on parle du bon sens paysan, est extrêmement présent. Et moi, je pense que c'est une vraie inspiration pour l'agilité. Et là, j'ai senti ça, beaucoup de bon sens, beaucoup d'adaptation, pas chercher à faire des révolutions. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est dans le bricolage, hein, c'est le recyclage. On avait des choses qui servaient à la production, des masques, des gants, du gel. Pouf, on l'a déplacé, quoi. Pareil, on va chercher les ressources les plus faciles d'accès et sans tournebouler, sans prendre la tête aux gens et sans se poser des questions très compliquées. Donc ça fait aussi beaucoup partie de l'agilité. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est lorsque tu as posé, ou quand Marie-Odile a parlé de la décision, j'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal compris, que les propositions venaient quand même plutôt du niveau du magasin et on allait chercher une validation au-dessus. C'est toute cette théorie globale locale dont on parle dans les entreprises. Est-ce qu'il faut que ce soit la tête qui prenne les décisions et qui le fait appliquer en local, ou est-ce qu'il faut davantage autonomiser le local, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches du terrain et qui vont chercher une validation au-dessus? En agilité, définitivement, on est dans ce deuxième scénario. Et donc là aussi, c'était complètement une caractéristique de l'agilité, c'est les gens qui sont au contact du terrain qui savent. Et c'est eux qui réfléchissent, qui prennent des positions, qui font des propositions et la direction valide. Par contre, ça ne marche encore une fois que s'il y a le sens. Et là, le sens y est. Ce sont des gens qui travaillent pour avoir une contribution. Donc ça en fait beaucoup partie. Et tout le reste de ce que je veux relever, ça relève du comportement. Alors en agilité, le comportement, c'est fondamental. L'agilité, on la résume souvent en disant que c'est une capacité d'adaptation. Pour s'adapter, il faut s'adapter d'abord à quelque chose, et pour s'adapter à quelque chose, il faut le capter. Et donc, j'ai beaucoup entendu des propos dans les propos de Marie-Odile, des gens qui étaient très connectés à leur contexte, connectés à l'autre, connectés aux salariés, connectés aux clients, connectés aux producteurs qui n'allaient plus pouvoir éponger, enfin, je sais pas, le mot ne me vient pas, écouler leurs marchandises, connectés aux clients qui étaient inquiets de ne pas pouvoir manger et de ne pas pouvoir se fournir. J'ai senti qu'il y avait une énorme connexion connectée à la sécurité, à la situation, au fait qu'il fallait protéger les gens à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, j'ai retrouvé beaucoup des 3 mots-clés de l'agilité. Le premier, c'est l'anticipation, anticipation des risques et des conséquences. Si on ne fait pas ci, alors il va se passer ça. 2-3 fois dans les propos de Marie-Odile, on a entendu le risque, il peut se passer quelque chose à l'extérieur qui va avoir un impact sur nous, mais j'ai beaucoup entendu les conséquences, quelque chose qui est très très peu pratiqué en entreprise. Oui, mais si nous, on ne fait pas quelque chose, ça va provoquer des choses positives ou négatives à l'extérieur. Donc ça, c'est une dimension très importante. Le second mot-clé, c'est la coopération. On a senti le premier mot quasiment que Marie-Odile a prononcé, en tout cas c'est le premier que j'ai noté dans ma petite fiche, c'est le mot solidarité.
solidarité avec et entre les salariés, solidarité avec les clients, avec les partenaires. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire qu'on est plus à se soucier du chemin, de la manière dont on travaille que du résultat qui va sortir. Et s'il y a un résultat, le résultat, ça doit être plus une contribution au sens qu'un résultat économique. Et ça, c'était très, très, très fort. Et c'est vraiment les deux dimensions de la coopération en agilité. Et puis, le troisième, c'est l'innovation. Mais en agilité, l'innovation, c'est justement ne pas tout changer. C'est juste changer ce qu'il faut quand il faut. Et c'est ce dont je parlais en début de mes propos, cet aspect du bricolage qui était très présent et qui est la formule la plus économique et la plus performante, évidemment. Un peu par rapport à cette première partie, ce que j'avais envie de dire. Bon, Marie-Odile, ça va. Oui. Ah ben, elle a tout juste. Hein. Vous avez fait preuve d'agilité, hein, si je comprends bien. Ah oui, elle a tout juste. Voilà, ben c'est super. Merci pour cet éclairage, Jérôme. Et puis, donc là, je vais peut-être une réaction, Marie-Odile, de ton côté, quand tu entends tout ça. Je me dis que ça doit être le lot de beaucoup de magasins de producteurs, c'est peut-être, oui, comme le disait Jérôme, ce bon sens paysan qui est ancré en nous. Et puis, je pense aussi, quand on travaille comme ça en collectif, la question du sens et de la valeur donnée au fait de travailler ensemble, on parlait de coopération, je pense que c'est un peu dans les gènes des points de vente collectifs. Donc, ça vient sans doute assez naturellement. Oui, vous avez le sens qui est l'alimentation saine, on va le dire comme ça. Vous avez la coopération avec cet esprit coopératif qui est dans le statut même de votre organisation et voilà, donc c'est quand même deux attributs essentiels. Et puis le troisième, c'est cette espèce de bon sens qui vous donne une capacité de mouvement assez immédiate, ce bricolage dont je parlais, je crois que c'est le meilleur mot qui colle à votre situation. Et vraiment, c'est les trois caractéristiques majeures. Effectivement, je pense que toutes les organisations, magasins de producteurs bien sûr, mais autres qui ont ces dimensions bien en place et qui sont plus arc-boutées sur le chemin que sur le résultat n'étant qu'une conséquence du chemin. L'immense majorité des entreprises, on va dire industrielles pour faire simple, c'est plutôt le contraire. Elles sont arc-boutées sur le résultat et elles essaient de trouver le chemin pour obtenir le résultat. Vous avez réussi à inverser ça et je pense que toutes celles qui sont dans cette inversion, à mon avis, auront plus de capacité d'agilité. Ok. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir un éclairage, prendre un peu de recul encore sur ce qui s'est passé, peut-être en donnant la parole à Anne-Cécile. Donc, tu vas nous présenter un peu le fruit de toutes les observations que vous avez pu faire pendant cette période. Oui. Alors, je vais me concentrer sur ce qui a trait aux magasins de producteurs et plus généralement au circuit court. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment intéressant de partir d'une histoire singulière pour voir, nous, ce qu'on a pu relever dans notre enquête. Enquête qui n'est pas non plus exhaustive sur tout ce qui s'est passé, mais qui nous permet d'apporter d'autres éclairages, en tout cas, sur des témoignages isolés qu'on peut voir. Déjà, dans les faits marquants de cette enquête, manger au temps du coronavirus, il y a premièrement l'importance prise par l'alimentation pendant cette crise, donc pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Donc l'alimentation dans toutes ses dimensions, sanitaire, hédonique, sociale, relationnelle, etc. On a eu une importance grandissante de l'alimentation et du coup des questionnements aussi de plus en plus importants. On a une crise qui a agi comme un révélateur des failles de nos systèmes alimentaires. Beaucoup de personnes se sont dirigées vers les circuits courts. On a eu beaucoup de questionnements, d'échanges à propos de notre alimentation. Donc, ça a permis aussi une certaine forme de reconnexion. Et donc ça, c'était plutôt intéressant. Et ça a conduit notamment à un attrait fort des circuits courts de proximité avec dans leurs différentes formes de vente, que sont les marchés, les magasins de producteurs, les systèmes de panier en ligne, la vente à la ferme, etc. Et donc, tous ces modes de vente ont connu vraiment donc un peu un boom avec vraiment des ventes qui ont très fortement augmenté avec des chiffres assez impressionnants. Mais Marie-Odile a donné quelques exemples. Là, il est difficile de généraliser là-dessus, mais on a eu plusieurs témoignages avec des chiffres d'affaires qui augmentaient de 30, 40, voire même 50% sur le premier confinement. Donc, c'était assez impressionnant. Et donc, face à ça, on a ces chiffres d'affaires qui augmentent très fort. Et donc, on voit bien qu'il y a une capacité de ces circuits alimentaires territorialisés à répondre très, très vite à une demande en très forte croissance
sens, il n'y a pas beaucoup de secteurs ni d'acteurs qui seraient capables de répondre face à des demandes comme ça qui qui augmentent aussi fortement. Donc, c'était assez impressionnant à voir et à observer. Donc, voilà, on a une réponse qui a reposé sur un renforcement de dispositifs existants. Donc là, on disait, par exemple, dans ce magasin de producteurs-là, il y avait un drive qui était déjà existant, mais qui vivotait, hop, il est monté en flèche. Donc voilà, dans d'autres structures, ça a été un petit peu la même chose. On avait déjà quelques petits éléments qui étaient mis en place et voilà, ça a augmenté très fort. Et puis, dans d'autres situations, il y a eu de nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Par exemple, quand les marchés ont été fermés, certains ont eu leurs débouchés coupés et donc ont mis en place eux-mêmes des systèmes de petits marchés dans des fermes ou des systèmes de vente en ligne qui n'avaient pas à la base. Ils les ont mis en place à partir de zéro, etc. Donc voilà, toute cette réponse, elle a reposé aussi sur cette forte réactivité et cette forte adaptation. Il y a eu toute la phase de mise en place aussi de règles sanitaires, d'adaptation, que ce soit pour les magasins, pour les systèmes de panier, pour les AMAP. On a reçu énormément de témoignages indiquant que ces acteurs, ils avaient vraiment à cœur de prendre soin des personnes qui viennent chercher leurs produits dans ces structures-là. Et donc, on a eu vraiment une anticipation des règles sanitaires. Ça a été plutôt bien fait et très vite, même en amont de certaines demandes de l'État. Parce que, nous, on l'explique aussi en se disant il y a un lien vraiment fort de proximité en fait, entre les producteurs, les personnes qui s'approvisionnent ici. Et donc, il y avait vraiment cette idée de prendre soin dans les témoignages qu'on a pu recevoir. Il y a également cette notion de solidarité que Jérôme a souligné à nouveau, qui a été très importante dans les différents témoignages qu'on a reçus avec ces circuits de proximité. Solidarité entre producteurs et consommateurs, mais également entre consommateurs et producteurs via des structures associatives, par exemple. Quand on parle d'AMAP, par exemple, les consommateurs ils sont aussi partie prenante de la démarche. Dans certains systèmes de panier en ligne, les consommateurs vont aussi être bénévoles de l'association, ils vont aussi distribuer, etc. Et là, il y a pas mal de bénévoles qui sont venus donner des coups de main pour organiser, pour mettre en place toutes ces nouvelles mesures qui prennent du temps, en fait. Il a fallu trouver de nouveaux locaux, etc. Donc, solidarité aussi avec les élus qui sont venus faciliter, dans certains cas, par exemple, le déménagement dans un autre local pour que les distributions puissent se maintenir. Solidarité avec les populations en difficulté et puis aussi avec des producteurs qui se retrouvaient sans débouchés. Par exemple, certains producteurs qui vendaient uniquement en restauration collective se sont retrouvés du jour au lendemain avec leurs marchandises sur les bras et donc via des magasins de producteurs, mais pas que, ils ont pu écouler leurs marchandises dans des bonnes conditions. Vu que voilà, ça tombait bien, il y avait une augmentation très forte des ventes dans les magasins de producteurs, donc on a pu écouler sans problème de cette manière-là, mais aussi via des systèmes de panier, etc. On a vu des partages de bonnes pratiques autour de ces questions-là, et ça, c'était assez intéressant. Voilà l'importance des réseaux pour mettre en place cette solidarité notamment, mais aussi pour se poser des questions, parce que les acteurs des circuits de proximité, comme toutes les personnes qui ont vécu cette crise, se sont posés beaucoup de questions. Et en fait, ça a fait du bien à tout le monde d'avoir des lieux d'échange qui étaient du coup en visio pour la plupart, mais pour pouvoir partager sur nos interrogations et puis partager des bons trucs et astuces. Et donc ça s'est fait dans des réseaux comme les CIVAM, comme Tram, comme des réseaux informels aussi parfois, qui ont permis une entraide autour des bonnes pratiques. Et voilà un peu pour nous, notre enquête, ce qu'on a pu mettre en évidence en lien avec ces circuits alimentaires courts de proximité. Donc voilà, une grande réactivité, en tout cas, c'est ce qu'on voudrait signaler. Et puis là, j'ai insisté sur la période confinement, sur le début. Après, on a eu donc une première période de déconfinement et on a quand même noté une diminution des fréquentations, des chiffres d'affaires, etc., des différents modes de vente dans ces circuits-là. Et en fait, c'est une diminution des ventes qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Mais dans certaines situations, on a quand même des chiffres d'affaires qui restent supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise.
ce qui est plutôt positif parce que ça veut dire que certains nouvelles personnes qui fréquentaient ces circuits ont été convaincus. Mais il reste quand même un travail important à faire autour de la communication pour vraiment montrer tout l'intérêt que ça a de pouvoir se reconnecter avec les producteurs de son territoire, tout l'intérêt de ces circuits alimentaires territorialisés qui sont là et qui répondent de manière très positive en cas de crise. Donc, c'est des acteurs de notre résilience alimentaire territoriale et donc, voilà, il faut les soutenir aussi quand ça va un petit peu mieux pour qu'ils puissent être là en cas de crise. Voilà un petit peu pour comment ça va maintenant. Et puis maintenant, il y a aussi un enjeu à rester en lien tous, parce que voilà, il y a une solidarité très forte pendant les périodes de confinement. Et puis maintenant, voilà, comment on garde ce lien fort. Oui. Un petit peu. Lille, est-ce que tu partages ce constat-là? C'est-à-dire qu'un boom des ventes au démarrage de la crise et puis après, peut-être un essoufflement? Oui, tout à fait. Enfin, par exemple, sur les chiffres de drive que j'avais évoqués, où on est monté jusqu'à 75 par jour, 6 jours par semaine, là, on est revenu à un niveau où on est à peu près à 75-80 par semaine. Et du coup, il n'y a plus que 4 jours de distribution au lieu des 6 qu'on avait mis en place. Mais ça a quand même amené à créer un poste dédié pour une personne qui est en charge de la préparation des commandes drive au niveau de la structure, quoi. Ça, c'est une adaptation qui s'inscrit dans la durée, quoi, maintenant. Il semblerait, oui. Après, les périodes hivernales sont-elles plus favorables ou pas au fonctionnement du drive? On n'a pas encore assez de recul pour pouvoir le dire. Parce que les gens sont moins tentés de sortir en général quand il ne fait pas beau que en période de beau temps. Après, là, chez nous, on est de nouveau en confinement dans les Hauts-de-France. Donc, j'ai pas noté pour autant une reprise de l'activité drive depuis qu'on nous a annoncé le confinement. Mais bon, on peut se dire que, comme l'a noté Anne-Cécile, l'activité a quand même rebaissé à partir de juin-juillet, quand le premier confinement a été levé. Nous, on avait continué à limiter les entrées dans le magasin et à faire une file d'attente à l'extérieur jusqu'en septembre, et on s'est rendu compte que c'était un frein pour les clients, et du coup on a remis le système d'attente classique à l'intérieur du magasin, même si sur certaines heures de pointe on est amené à freiner l'accès et à demander à quelques personnes simplement de patienter, mais on limite quand même moins l'accès à l'intérieur. Et on a aussi du coup dans la poursuite de l'adaptation développer des équipes de vente le samedi matin, parce que toutes les personnes qui passaient avant entre 18h et 19h, quand il y avait le couvre-feu à partir de 18h, ne pouvaient plus passer. Et même si on a ouvert le midi pour compenser la fermeture plus tôt le soir, c'était pas adapté pour nos clients. De toute façon, ils n'avaient pas la possibilité de venir sur le temps de la pause méridienne. Donc, on a compensé en déplaçant les personnels sur les horaires pour éviter l'engorgement du point de vente sur le samedi matin. Oui, si je peux juste compléter, effectivement, je n'ai pas soulevé ce point, mais voilà, si on regarde l'évolution dans le temps, il y a aussi eu le couvre-feu qui a été une mesure assez impactante pour ces circuits courts de proximité et pour d'autres, hein, pour tout le monde. Et notamment les AMAP, les distributions de paniers, ça a été très compliqué parce que c'était des distributions qui sont souvent en soirée. Et en plus, souvent avec des bénévoles. Et du coup, de devoir être tous à 18h chez nous, ça veut dire quand fait-on la distribution? Est-ce qu'on l'a fait un petit peu avant, mais en fait, les personnes ne peuvent pas forcément venir chercher. Les bénévoles ne peuvent pas forcément être là pour distribuer. C'est une mesure très impactante. Et d'ailleurs, plusieurs collectifs ont fait des demandes à l'État, mais qui n'ont pas abouti, pour demander des dérogations pour ces distributions de paniers, parce que les producteurs, ils ont répondu présent jusque-là, et là, on leur supprime à nouveau un débouché, on se modifie à nouveau les manières de faire, donc ça a été encore compliqué. Là, on a à nouveau de nouvelles modalités, voilà, de vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Nous, notre enquête, on l'a arrêtée en juin, mais on continue bien sûr de collecter aussi des éléments. Et en fait, là, il y a à nouveau
des modifications et puis et il faut à nouveau s'adapter alors qu'on a quand même eu une fatigue, un coût humain assez important pour les producteurs en circuit court avec les confinements successifs et puis encore maintenant. Donc, Ok. Alors, je sens Jérôme qui brûle d'impatience d'intervenir. Comment tu Non, réagis par rapport à ce que tu entends? ouais, tu m'as demandé de prendre un peu de perspective aussi par rapport à tout ça. Je trouve que la problématique, la question qui se pose là depuis quelques minutes, c'est qu'est-ce qui se passe dans la durée? Et j'ai envie de soulever deux, trois choses. Alors, d'abord, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu confinement, déconfinement, couvre-feu, reconfinement, etc. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Bah, oui, oui, alors c'est votre lot, c'est le lot de tout le monde, malheureusement. Vous le faites jusqu'à présent plutôt bien. J'entends qu'il y a un peu de fatigue, mais pour autant, c'est comme à l'hôpital. Il y a beaucoup, beaucoup de fatigue, mais les gens continuent. Encore une fois, c'est le sens, c'est l'impression d'apporter réellement quelque chose. Et je pense que l'élastique de la résistance ou de la résilience, il est d'autant plus fort qu'il y a le sens qui est très fort. Alors ça, c'est la première chose et je voulais réinsister là-dessus. Ensuite, dans ce que racontait Anne-Cécile, j'ai beaucoup entendu en fait une demande ou un nouveau besoin fondamental. Manger, bien manger, créer du lien, exister socialement. Je pense que s'il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus aider, c'est parce que bah, socialement, ils avaient perdu leur boulot, ils n'avaient plus de lien avec les autres, etc. Et c'était un tiers-lieu dans lequel on pouvait effectivement retrouver du lien de ce type-là. Je crois que ça, c'est très important et j'ai envie de faire un parallèle. Vous allez me dire, il est peut-être audacieux, mais comme on a notre président de la République qui a fait une comparaison avec une situation de guerre, j'ai envie de faire la comparaison avec la guerre, ce qui va me permettre de faire une ouverture sur la durée. La guerre de 40, il n'y avait plus rien. Hein. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Donc l'enjeu, c'était carrément de la survie. Là, aujourd'hui, on n'est pas en enjeu de survie. On est en enjeu de mieux vivre. On est une société qui avait quand même largement dérivé, enfin pour moi c'est dérivé, mais je suis un peu vieux con maintenant à mon âge, dérivé vers beaucoup de superficialité. Bah, cette crise, elle a ramené un goût, une envie ou une prise de conscience que quand même il y a des choses essentielles dans la vie, c'est être bien et c'est l'autre, donc l'altérité. Et ça nous a apporté ça. Mais après la guerre de 40, où on n'avait par contre plus rien, on était dans un enjeu de survie, on était entré dans une boulimie de consommation derrière de tout et n'importe quoi. C'est les 30 glorieuses. Là, je n'ai pas le sentiment qu'on parte vers ça. Par contre, je pense que la question de faire durer le phénomène vie saine et l'altérité et exister, servir à quelque chose, c'est quand même important parce que, et ça c'est une question que je vais poser, je ne suis pas sûr que le public touché soit tout le monde. Par vos métiers, hein, je pense, hein, par les magasins, les magasins de producteurs et les circuits courts. Je ne suis pas sûr que ça touche encore tout le monde. Et malheureusement, je ne suis pas sûr notamment que ça touche la majorité des gens les moins éduqués ou les moins fortunés. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une question à se poser, à mon avis, si on veut faire durer ce mouvement et le faire s'amplifier, parce que, on peut être touché par le phénomène post-guerre qui est de revouloir consommer tout et n'importe quoi, et deux, on n'a pas touché tout le monde, et la masse, la plus grande masse, malheureusement, mais peut-être que je me trompe, je ne suis pas sûr qu'elle soit vos clients habituels. Ok, ben merci pour ces propos. Hein, ça donne du sens aussi. Hein, donc, ça permet de prendre du recul. Est-ce que vous voyez d'autres leviers d'adaptation Moi, je veux bien qu'elle me réponde sur les clients. Oui. Sur les clients, comment dire? Je pense qu'on a effectivement perdu une partie en chemin par rapport aux personnes qui sont venues pendant le premier confinement. Néanmoins, je pense qu'on a je ne classerai pas tellement sur la capacité financière des clients, mais plus sur leur prise de conscience personnelle des enjeux écologiques, économiques et sociaux du consommé local. Parce qu'en termes de pouvoir d'achat, bon, certes, on a une clientèle aisée, on va dire, on a des belles voitures sur le parking pour pouvoir situer un peu les choses, parce qu'on ne va pas demander à chacun le montant qui est en bas à droite de la fiche de paye. Mais il y a aussi des personnes plus modestes, mais qui ont le souci de faire vivre l'économie locale dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est en ça qu'on peut dire qu'il y a quand même un mouvement
certes, il a connu un pic très violent, mais on est sur une courbe encourageante de mon point de vue. Oui, juste pour compléter là-dessus, en fait, pendant le premier confinement, si on en revient là, le pic en fait de fréquentation, il était beaucoup aussi lié à un peu une nouvelle vision du local, du consommer local, en fait, qui était vraiment je consomme dans un commerce près de chez moi. Et donc, certains ont découvert des magasins de producteurs qui étaient près de chez eux, où au final, on n'avait pas forcément l'habitude d'aller. Et là, en fait, c'était aussi propice à une balade ou une sortie. Et puis, en fait, l'idée, c'était qu'on était restreint à un certain périmètre pour aller s'approvisionner. Donc, il y a aussi eu il y a aussi eu ça. Il y a eu pas mal de prises de conscience, comme le disait Marie-Odile. Donc, moi, je partage ça. C'est surtout un niveau de prise de conscience, pas forcément d'éducation scolaire ou bien de revenus. Et donc, effectivement, on pourrait avoir ce préjugé-là, mais c'est vraiment lié à une prise de conscience pour moi. Et vraiment, pendant le confinement, en tout cas, l'augmentation des ventes, elle s'est fait beaucoup avec de la clientèle locale qui a découvert ces structures-là. On a l'exemple de systèmes de paniers en ligne aussi, où en fait, ils ont découvert vraiment toutes les personnes autour dans les villages sont venues s'approvisionner là. Peu importe leur niveau de vie, etc., parce que ils étaient là, il y avait les légumes frais et donc c'était attractif. C'était aussi rassurant. Comme je le disais, il y a eu des règles sanitaires vraiment assez drastiques mises en place. Donc c'était rassurant de se dire que le produit, il n'était pas passé de main en main sur une longue chaîne. Donc il y avait aussi un côté rassurant. En tout cas, il y a eu plein de raisons qui ont fait que certains ont basculé vers ces modes de commercialisation-là. Mais il y a aussi moins de produits transformés en général dans ces circuits courts de proximité. Et avec les contraintes post-confinement qui sont revenues, plus ensuite le couvre-feu, il y a eu des adaptations des uns et des autres avec moins de temps pour faire à manger. Donc, on se dirige vers des produits moins bruts, d'une part. Et puis, d'autre part, moins de temps pour faire les courses. Et donc, voilà, là, on a eu un pic de drive à nouveau, mais pas uniquement des drives de magasins de producteurs, malheureusement, aussi des drives de grande et moyenne surface où on peut avoir tout type de produits d'un coup. Voilà, ça a été... il y a de multiples facteurs à chaque fois. Et en tout cas, il y a un besoin de sensibiliser, de montrer à quel point ces magasins de producteurs et autres formes de vente permettent de faire vivre une économie du territoire et de sensibiliser en fait à l'importance. Et donc ça, c'est un enjeu que beaucoup d'acteurs qui ont témoigné ont vu. Et il y a aussi un enjeu pour ces acteurs-là, donc à la fois de communiquer sur leurs activités, sur leur visibilité, mais aussi d'essaimer. Parce que beaucoup de ces structures-là ne souhaitent pas grossir et avoir énormément de clients, mais aussi permettre à d'autres du territoire de lancer leur magasin de producteurs. Et voilà, en se disant, plus il y en aura, mieux ce sera. Et donc, il y a aussi cette recherche d'essaimer et pas de forcément aller coûte que coûte chercher des nouveaux clients. Donc ça, c'est des leviers d'action, des choses qui permettent de transformer l'essai, on va dire, peut-être. Jérôme, toi, avec ton regard un peu distancié par rapport à ce qui se passe dans les magasins de producteurs, là, quels sont les leviers que toi, tu activerais pour justement transformer l'essai? C'est compliqué. Évidemment, Anne-Cécile en a parlé, la communication, hein, ça c'est très très clair. Mais malheureusement, ça ne peut pas être qu'une communication justement du local, quoi. Chaque boutique a son job à faire, mais moi je rêverais que les instances politiques s'approprient ça davantage. Parce que, en fait, quand on parle de prise de conscience, il faut savoir que la prise de conscience, les études l'ont montré, elle est assez corrélée au niveau quand même social et au niveau d'éducation des gens, hein. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Moi, je crois beaucoup à l'éducation aussi par le biais de l'école. Je crois que l'école, définitivement, ça s'appelle quand même l'éducation nationale, hein. Elle a un énorme rôle à jouer et je pense qu'il faudrait nouer peut-être des partenariats avec les écoles, lycées, collèges, voire universités, hein. Je crois que c'est fondamental et avec évidemment aussi un rapport étroit avec les producteurs, hein. Parce que ils sont vite tournés vers vous quand il n'y a plus la restauration collective. Mais en fait, il faut réussir à faire vivre tout ça
tout ce qui a existé, il faut réussir à le faire vivre dans la durée. Et je crois que c'est une question de responsabilité de chacun, mais à tous les niveaux, jusqu'au plus haut niveau politique, en partant du plus, entre guillemets, bas, c'est pas bas qualitativement, hein, plus terrain, plus niveau terrain que sont les magasins producteurs. Et puis sinon, ben, c'est les leviers que je citais tout à l'heure. Hein, le partage du sens, pour moi, c'est le principal. Hein. Une de mes phrases favorites, c'est qu'il n'y a pas d'agilité sans sens. Et l'agilité, c'est la durée, hein, c'est perdurer, ce n'est pas seulement une capacité de réaction. À ce propos, je voulais dire une chose parce que Marie-Odile l'avait raconté, Anne-Cécile l'a relevé ensuite derrière, j'ai oublié de le préciser. L'agilité, ce n'est pas toujours faire quelque chose de différent et de nouveau et une espèce de fuite en avant. C'est aussi respecter un certain nombre de règles. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas un modèle qui se substitue au modèle d'hier, très processé, régulé, avec des tas de méthodes, d'outils, etc. Et on a bien vu dans ce qui a été proposé par Marie-Odile et raconté là, c'est qu'il y avait à la fois beaucoup de respect des règles et en même temps la capacité à sortir de nos règles habituelles de fonctionnement. Ce mix-là, ça c'est aussi caractéristique de l'agilité. Et donc, encore une fois, pour le faire durer, prise de conscience, le sens et beaucoup de communication et de travail en partenariat avec tous les acteurs concernés. Voilà, je résumerai comme ça. Oui, si je peux juste dire un mot que j'ai oublié de dire par rapport au public touché. Oui, donc effectivement, on a quand même mais j'ai pas assez de statistiques pour vraiment étayer mon propos sur les niveaux d'études, par exemple, des personnes qui fréquentent les magasins de producteurs. Mais en tout cas, on a ce biais-là qu'on peut craindre. Et il y a tout un travail qui est mené par les acteurs des circuits courts de proximité sur l'accessibilité à l'alimentation. On a eu quand même une explosion des situations de précarité alimentaire depuis le premier confinement et qui se poursuit aujourd'hui. Et il y a beaucoup de producteurs qui s'engagent pour donner accès à une alimentation de qualité à des personnes en situation de précarité à travers différents programmes, etc. Et donc là, à nouveau, on trouve du sens à se relier. Et puis, on a aussi des agriculteurs qui sont en situation de précarité eux-mêmes. Et donc, voilà, on a beaucoup aussi à travailler pour cette équité et un accès pour tous à une alimentation de qualité. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, aussi bien des magasins producteurs que des systèmes de panier, il y a un travail, une volonté d'améliorer l'accès à l'alimentation. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est en réflexion dans beaucoup de nos structures, je pense. Anne-Cécile, j'ai une question, elle est certainement très difficile, mais peut-être que tu vas les donner. Grosso modo, en France, on est 68 millions d'habitants. Ouais. Combien on peut considérer qu'il y a d'habitants qui consomment plutôt, et je ne dis pas systématiquement et à 100%, mais qui consomment plutôt par les magasins producteurs et les cycles courts? Alors, je n'ai pas la réponse des nombres de personnes qui fréquentent les magasins de producteurs parce qu'en général, c'est un mode d'approvisionnement parmi d'autres. Et quand on parle de circuit court, ce qui n'est pas évident, c'est que circuit court, c'est 0 ou 1 intermédiaire. C'est-à-dire que même en grande et moyenne surface, vous pouvez trouver certains produits qui viennent de circuit court, puisque la grande surface peut être un des seuls intermédiaires. Et du coup, c'est variable suivant les types de produits, suivant les saisons, etc. Et là, je n'ai pas de chiffres vers moi pour répondre à cette question de combien de personnes fréquentent ces commerces-là. Et en plus, ça dépend des régions, etc. En plus, c'est encore plus difficile. Je posais une question difficile. On cherchera la réponse. Ce que je vous propose, c'est de quelques minutes, malheureusement, parce que vous voyez qu'on a quasiment fait notre heure, mais quelques minutes en questions-réponses. Peut-être que du coup, tous les participants peuvent se réafficher, ouvrir leur micro, et puis on va se prendre 5 minutes d'échange, profiter de nos intervenants. Si vous avez une question à poser, il y en a eu quelques-unes, notamment Paul. Je pense Paul a dû partir là. Mais il posait des questions sur votre fonctionnement a-t-il changé et surtout, ça rejoint la deuxième partie de l'émission, des changements adoptés pour vous adapter ont-ils été pérennisés depuis? Voilà, c'était aussi la question de Paul. Et puis, il demandait aussi quels enseignements on avait tirés de ce choc Covid. Voilà pour Paul. Les autres participants, est-ce que vous avez des questions à poser, soit l'un ou l'autre de nos intervenants? Alors, si vous posez une question, remettez le micro, hein, sinon ça ne marchera pas. Hein.
Mhm. Alors, en attendant une question, il y a, c'était la proposition aussi de Linda Coussin des Chambres d'agriculture de Pays de Loire, animatrice de Bienvenue à la ferme, qui avait observé pas mal de mises en valeur des produits, des nombres de références qui avaient été assurés dans les magasins, même au plus fort de la crise, des changements au niveau communication et aussi encadrement des salariés. D'autres questions? Profitez-en, ça ne va pas durer. Alors, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on aurait bien sûr aimé avoir plus de... Oui, je veux bien poser une à Marie-Odile pour compléter, que je n'avais pas pensé à poser avant. J'ai parlé de l'importance des réseaux, que les réseaux avaient eu, en tout cas, nous en Bretagne, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs systèmes de paniers ou magasins de producteurs et on a échangé ensemble. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que vous avez échangé pendant la crise ou après la crise au sein d'un réseau de magasins de producteurs ou avec d'autres acteurs de la vente ou pas? Et voilà, est-ce que ça vous a manqué si ce n'était pas le cas? Ça me donne l'occasion de parler du tout jeune réseau des magasins de producteurs des Hauts-de-France. On est accompagné par Nicolas Carton de Tram et donc il nous a fait circuler effectivement des informations qui pouvaient venir des autres réseaux accompagnés par Tram ou même on s'est fait une ou deux rencontres comme ça en visio pour échanger ou même simplement par téléphone à s'appeler les uns les autres où Nicolas relayait une question à tous les magasins de producteurs et puis chacun, ceux qui avaient des pistes de réponse, les apportait. Je pense que pour tout responsable d'un collectif, que ce soit un magasin de producteurs ou autre, confronté à une situation de crise, c'est vrai que c'est très enrichissant et rassurant à la fois de pouvoir échanger avec ses pairs et c'est tout l'intérêt des réseaux, que ce soit Tram, les CIVAM ou d'autres. Hein, mais c'est rassurant et ça permet de gagner du temps aussi parce que on a plus d'idées dans deux têtes que dans une et quand on multiplie par beaucoup plus de têtes, on a encore beaucoup plus d'idées. Et chacun peut donner un petit tuyau qui fait qu'on gagne du temps et on avance et on économise de l'énergie aussi. Oui, c'est vrai que merci pour cet exemple-là justement d'intelligence collective. On n'a pas parlé aussi des adaptations des organismes de développement. Il y a eu pas mal de choses de faites aussi. Hein. Mais là, on n'a plus trop le temps d'aborder. On a appris des comptes professionnels de visio déjà. Oui, je sais que nous, à Tram, par exemple, on avait proposé un appui en mobilisant notre réseau aussi d'intervenants pour l'accompagnement de ces phases de crise. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on va en rester là, parce que sinon, après, quand je déborde trop, je me fais tirer les oreilles. Donc, D'accord. C'est dommage. Hein. Donc, ça touche à sa fin, effectivement. Donc, merci encore à Marie-Odile, à Anne-Cécile et puis à Jérôme hein, pour le temps passé, à la préparation et puis à la réalisation de cette émission. Merci aux éditeurs qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions. Donc, on vous retrouverez prochainement le compte-rendu de cette visio sur notre site internet Tram. C'est www.tram.org. Et donc, vous retrouvez l'intégralité de l'enregistrement. Souvent, ces émissions, elles inspirent ma collègue Agnès Catala, là, qui est à Aix-en-Provence, qui rédige des articles pour notre revue Travaux et Innovation. On avait fait ça avec la dernière émission et ça amène aussi de la bonne matière. Juste quelques instants pour vous dire que la prochaine émission, ça sera non pas le printemps comme là, mais ce sera l'été, ça sera le lundi 21 juin. On va fêter de l'été. On fait ce qu'on peut en ce moment. Hein, donc. Et avec les moyens qu'on peut. Avec les moyens. Il faut s'adapter, il faut être agile. Donc voilà, on va faire ça. Le thème n'est pas encore défini. Si vous avez une proposition, on est preneur, hein, même si on a quelques idées. On sait à peu près ce qu'on va faire pour la prochaine fois, mais il faut anticiper. Toujours l'agilité sur les prochaines émissions. Voilà, juste pour terminer, cette radio a été réalisée avec l'appui de Pauline Mendes donc pour la logistique, et puis les membres de l'équipe Circuit Court, donc il y a Marion,
Van den Bulck, Agnès Catala, Nicolas Carton, et puis Fabienne aussi, qui nous a aidé aujourd'hui. Donc, pour le repérage des témoins, le choix des thèmes. Voilà, bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi, ensoleillée pour tout le monde, a priori. Donc, et puis, on vous dit à bientôt donc, pour notre prochaine radio point de vente des magasins de producteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. On reste en ligne. Hein. Merci à l'équipe. Au revoir. Et à la prochaine. Salut Bertrand.